Bonjour à tous et bienvenue au Salon international de l'agriculture. Dernier jour pour les indécis sur YouTube. Merci d'être avec nous. Et pour finir la semaine, notre dernière invitée, une invitée tout en beauté. Ça me fait très plaisir de la recevoir. Audrey Pulvar est avec nous. Bonjour Audrey. Salut Alex. Comment ça va? Mais bien, on a le droit de se tutuoyer ou pas? Bah à la fin, parce que je vais faire comme tout le monde, mais à la fin on se tutoiera plus longtemps que les autres. Voilà, parce que c'est vrai qu'on se connaît bien. Donc quand même. on se vous voit et ensuite on se tutoie. Voilà, exactement. Audrey Pulvar, vous êtes présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, ambassadrice d'Action contre la faim. Vous êtes féministe aussi, c'est dans votre déclaration Twitter. Oui. Vous défendez le cinéma sur icinema.com. Oui. Alors première question, est-ce qu'avec tout ça vous avez le temps de dormir? Et non, justement. Non. Je dors peu, mais c'est une chance de dormir peu parce qu'on a le temps de faire plein de choses dans la journée. C'est quoi le plus important pour vous aujourd'hui dans tout ce que je viens de dire? Tout est au même niveau? Tout est important. La Fondation pour la Nature et l'Homme, c'est un engagement citoyen, un engagement bénévole qui me prend beaucoup de temps, beaucoup de temps de cerveau disponible et beaucoup de temps dans mes journées, dans mes nuits. Le cinéma, j'ai toujours adoré ça. Oui. C'est pas une activité bénévole, c'est ce qui me permet de gagner ma vie. Et lancer un site de cinéma digital, enfin sur Internet, qui propose des films en exclusivité qu'on a vu nulle part ailleurs, ben, c'est quand même intéressant. Des films récents d'ailleurs. Des films récents, des films de l'année qui sont des films qu'on choisit de qualité. Et voilà, défendre ce type de cinéma-là, c'est super. Et puis évidemment, Action contre la faim. Alors là, c'est quelque chose qui me prend un petit peu moins de temps, que je fais de façon plus ponctuelle, mais qui me tient tout autant à cœur. Bon, on va parler de la Fondation pour la Nature et l'Homme, qui s'appelait avant la Fondation Nicolas Hulot. Yes. Vous avez changé de nom. Ben oui, parce que Nicolas Hulot, il ne vous a pas échappé que Nicolas Hulot avait de nouvelles responsabilités, donc il a quitté la Fondation, il n'a plus de mandat à la Fondation. C'est lui qui vous a choisi? Non, parce que c'était une élection. D'accord. On était plusieurs candidats, et donc j'ai fait campagne. Vous avez fait campagne? Ouais. Donc vous allez faire de la politique un jour, peut-être? Ben voilà. Bah oui, je suis obligé de poser la question. Mais c'est Pavlov, quoi. Bam, campagne, politique. Non, vous avez fait comment? On verra, on en parlera plus tard. Vous êtes là aujourd'hui donc au Salon de l'Agriculture. Vous avez participé aux États généraux de l'alimentation. On recevait Guillaume Garot mardi sur notre plateau qui nous disait que c'était intéressant de parler de ces sujets, mais qu'on ne rentrait pas assez dans ces sujets, dans la profondeur. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé personnellement? Relativement déçu des résultats des États généraux de l'alimentation. Parce que c'était au départ, c'est une idée de Nicolas Hulot de lancer un Grenelle de l'alimentation. Ça s'est transformé en États généraux de l'agriculture et de l'alimentation sous la responsabilité du ministère de l'Agriculture. Et en fait, ça a surtout été des États généraux de l'agriculture plus que de l'alimentation. Donc là, c'est évidemment une source de déception pour nous, d'autant plus que les ONG environnementales, dont la Fondation, se sont beaucoup investis pendant des mois dans le dialogue, dans les ateliers, dans les propositions. Et ce qu'il en ressort, c'est, pour l'instant en tout cas, une loi agricole qui est vraiment plutôt une loi technique qui s'occupe de fixer le prix, le revenu, la valeur de la production agricole, beaucoup plus que repenser les circuits alimentaires, repenser l'agriculture pour aller vers une agriculture plus saine, une agroécologie, une agriculture bio plus généralisée, qui s'adresse à un plus grand public et non pas seulement à un public de niche. C'est notre préconisation, c'est notre volonté, ça fait partie de nos propositions. Toutes vos propositions, moi je les ai lues, on peut les lire, on peut les trouver d'ailleurs sur votre site. S'il y en a une sur laquelle vous voulez insister, c'est laquelle? C'est compliqué de choisir. Mais... C'est compliqué de choisir, mais par exemple, la question de la restauration collective. Oui. La restauration collective, quand on dit restauration collective, les gens pensent cantine scolaire. C'est pas que les cantines scolaires, c'est aussi les crèches, c'est aussi les prisons, c'est aussi les administrations, c'est les grandes entreprises qui font aussi de la restauration collective. C'est plus de 3,5 milliards de repas par an. Et pour beaucoup de gens, et pour beaucoup de jeunes, c'est le seul repas équilibré de la journée, des gens qui ont des moyens limités. Même les enfants à l'école, par exemple, des fois le midi. Souvent, pour eux, c'est la seule occasion de la journée d'avoir un repas équilibré parce que voilà, ils sont dans des classes sociales un peu défavorisées. Nous, ce qu'on préconise et qu'on a mis en place de façon très concrète avec la garantie Mon Resto Responsable depuis 2 ans, et qui nous a valu de signer 200 conventions déjà en 2 ans, c'est une alimentation saine, de qualité, bio ou en tout cas labellisée, et locale, évidemment, de saison, pour les restaurants collectifs. C'est possible. C'est possible avec la garantie Mon Resto Responsable, qui est une démarche progressive, c'est-à-dire qu'on va voir des restaurateurs collectifs et on leur propose, avec ce qu'on appelle les convives, avec les collectivités locales, avec les producteurs locaux, de mettre en place un circuit d'approvisionnement en produits soit bio, soit labellisés, enfin en tout cas de haute qualité.
et tout le monde est content à la fin. On l'a fait avec des toutes petites structures. On l'a fait, la dernière convention qu'on a signée, c'était avec la ville de Rouen. Donc c'est quand même une beaucoup plus grande structure. C'est des dizaines de milliers de repas chaque jour. Et c'est possible. C'est vertueux parce que ça permet de densifier le tissu économique local. C'est vertueux parce que les gens qui sont dans la restauration collective sont contents de refaire leur métier, de créer des menus, de produire de la qualité, de proposer de la qualité. Et c'est possible et c'est souhaitable parce que les convives sont contents, qu'il y a moins de gaspillage et que ça ne coûte pas plus cher. Ça, c'est une proposition qu'on porte, qu'on a concrètement mise en œuvre et qui, pour nous, est particulièrement importante. Le gouvernement, le chef de l'État se sont engagés, ils ont fixé des objectifs sur la restauration collective, une restauration collective qui donne une plus grande place au bio, mais nous on voudrait qu'ils aillent encore plus loin. Audrey Pulvar, vous êtes au Salon de l'Agriculture, vous allez rester un petit peu ou pas? Vous allez vous balader? Je vais me balader un peu, mais vous savez, je ne suis ni ministre ni chef d'État, donc je fais ça de façon beaucoup plus discrète. Peut-être que les gens vont être contents de vous rencontrer en tout cas. Vous auriez pu être agricultrice vous-même ou pas? Franchement. Je suis une petite fille d'agriculteur. J'ai en Martinique, mon grand-père maternel, avec qui j'ai passé beaucoup de temps, mes grands-parents maternels étaient des agriculteurs. Donc voilà, il n'y a pas de ferme au sens où on l'entend ici en Martinique. Il y a des fermes, mais elles ont des dimensions et des organisations un peu différentes. Mais oui, j'ai grandi dans une ferme en Martinique. Bon alors, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est la PAC en 10 mots? C'est dur. La politique agricole commune, écoutez, c'est un système qui est censé protéger les agriculteurs et protéger les circuits agricoles en Europe, faire en sorte que les agriculteurs aient la production de meilleure qualité possible et à des prix à la fois abordables pour les consommateurs et rémunérateurs pour les agriculteurs, sauf que ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. On voit bien que ce système qui s'est depuis une quarantaine d'années uniquement tourné vers l'agriculture hyper intensive et l'agriculture industrielle ne fonctionne pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'agriculteurs en Europe et singulièrement en France qui sont malheureux, qui sont hyper endettés, qui se sentent complètement dépassés par les événements, qui gagnent très mal leur vie, qui travaillent beaucoup. C'est vraiment un labeur qui peut être très ingrat. Est-ce que c'est cela qui pousse au suicide un agriculteur tous les 2 jours? C'est difficile de dire le suicide, c'est une cause, mais voilà, on est obligé de constater que dans cette profession, il y a quand même un suicide tous les 2 jours. Il y a énormément de désespoir, encore une fois, des gens qui sont surendettés et qui parfois perdent le sens de ce qu'ils sont en train de faire parce que finalement, ce qu'ils produisent est quasiment à 100% subventionné. Et donc, il faut évidemment créer, inventer un système différent. Il y a déjà des milliers d'agriculteurs et d'agricultrices en France qui créent ce système différent, avec l'agroécologie, avec l'agriculture bio, moderne, avec des exploitations de plus petite taille, des productions plus locales et une restauration à la fois pour l'agriculteur de la fierté de son métier, d'une meilleure santé pour lui et pour les gens auxquels il vend sa production, et une restauration de la confiance entre le consommateur et l'agriculteur. Audrey Pulvar, on va passer à une séquence que vous aimez beaucoup. On va passer au que oui, que non. Que oui, que non? Voilà, exactement. Ça veut dire qu'on ne peut dire que oui ou que non? Oui, mais bon, je pourrais vous expliquer quelques fois si vous en avez envie. Est-ce que c'est la première fois, Audrey Pulvar, que vous venez au Salon de l'Agriculture? Ah, que non. Vous venez chaque année? Non, je ne viens pas chaque année, mais je suis déjà venue plusieurs fois. Je suis venue en tant que journaliste, je suis venue en tant que... Voilà, en tant que visiteuse, plusieurs fois. Est-ce que vous pourriez arrêter de tweeter pendant 1 an? J'ai arrêté de tweeter pendant 1 an déjà, ça m'est déjà arrivé. Alors là, ça va être peut-être un peu plus difficile, mais je peux arrêter plusieurs semaines en tout cas, oui. Ah oui, vraiment? Parce que vous tweetez beaucoup. D'ailleurs, c'est très bien. Moi, j'adore tweeter aussi. Donc, Je tweete beaucoup, mais quand je suis en vacances, je tweete pas du tout. Hein. Ah bon? Ah ouais, non, je coupe complètement. Audrey Pulvar, est-ce que vous allez aller au César ce soir? Que non, pas cette fois. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas été invitée cette année. Ah, vous n'avez pas été invité? Non. Il paraît que c'est Le Sens de la Fête qui va gagner le César. Vous l'avez vu? Très bon film, Le Sens de la Fête. 120 battements aussi, 120 battements par minute. Ce sont 2 films très différents qui montrent l'excellence du cinéma français. Et c'est 2 très bons films que j'aime beaucoup. Audrey Pulvar, est-ce que vous pourriez faire de la politique? On en a parlé rapidement tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez faire... Est-ce que tout le monde vous pose la question? Donc moi, je sais que vous allez me le dire. Si vous voulez en faire ou pas, est-ce que vous pourriez faire de la politique? Mais ça dépend à quel terme. Dans ma vie, peut-être que ça arrivera. J'en sais rien. C'est pas mon souhait en tout cas aujourd'hui, mais ça arrivera peut-être un jour. Que j'en sais rien pour le moment. Que j'en sais rien pour le moment et que non pour les européennes. Ah bah c'est bien, c'était la suivante. Ouais. Est-ce que vous seriez capable de me dire du bien du glyphosate?
que oui, que non. Que non. En même temps, je conçois à quel point ce produit a pu faciliter la vie et améliorer les rendements de beaucoup d'agriculteurs. Donc, je respecte ça, hein, et le travail des agriculteurs, on le respecte. Je veux dire, les agriculteurs, la FNH, la Fondation pour la Nature et l'Homme, n'est pas l'ennemi des agriculteurs, au contraire. Mais ce qu'on aimerait mettre en place, et on n'est pas les seuls, hein, nous on est une ONG, mais il y a quand même des organisations d'agriculteurs, je pense à la Confédération Paysanne par exemple, et il y a plein d'agriculteurs qui sont dans des groupements bio, des groupements d'agriculture différentes, qui réfléchissent à l'alternative au glyphosate. Donc, peut-être qu'ils savent de quoi ils parlent et qu'ils sont pas, c'est pas que des hurluberlus. Mais il faudra en sortir à un moment donné. Ah, il faut en sortir, bien sûr qu'il faut en sortir, évidemment, et pas en sortir en se disant on attend la molécule qui va le remplacer, parce que c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de changer aussi d'agriculture. C'est pas remplacer le glyphosate par une autre molécule qui sera tout aussi dangereuse. Est-ce que vous regardez L'amour est dans le pré? Que oui, que non. Non. Ça Non, mais je regarde très peu la télé, de toute façon. Vous regardez quoi à la télé quand vous regardez la télé? CNN. D'accord, effectivement, vous ne verrez pas L'amour est dans le pré sur CNN. Est-ce que vous pourriez dîner avec Donald Trump si vous invitez? Bah, ça dépend. Pour parler climat. Pour Parce que parler c'est quand même important. Ouais, pour la ouais, moi j'aime bien la difficulté. J'aime bien les challenges. Donc je pense que je me ferais bien. Que oui. Que oui. D'accord. Oui. Au dîner, à essayer de le convaincre que ce qu'il dit n'est pas tout à fait exact. Est-ce que c'est bien le Mercosur? Que non. C'est l'accord notamment dont on est en train de parler. C'est un des accords. Le Mercosur, c'est un accord de libre-échange. Il ne faut pas le confondre d'ailleurs avec les autres accords, genre CETA, GEFTA, etc. Parce que c'est vraiment un accord commercial qui porte sur les droits de douane, alors que les autres accords dont on parle beaucoup, le CETA, le GEFTA, d'autres accords avec Singapour par exemple qu'on est en train de mettre en œuvre, sont des accords dits de nouvelle génération qui portent non seulement sur les droits de douane, mais aussi sur les normes, donc sur les normes sociales, sur les normes environnementales. Ils sont d'autant plus dangereux. Et le Mercosur en lui-même, qui est un truc qu'on négocie depuis 1999, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc vous imaginez bien qu'en 1999, la connaissance en termes de menaces climatiques et puis la situation n'était pas tout à fait la même. Non, le Mercosur, c'est très dangereux. D'abord, c'est dangereux pour nos agriculteurs, c'est dangereux pour la production agricole de notre pays et du continent européen, et c'est dangereux pour la santé publique. Je veux dire, et puis Mercosur, c'est l'accord des pays d'Amérique du Sud. C'est incohérent aussi, si vous voulez. Moi, j'entends bien, oui, mais c'est des échanges, c'est bien. C'est un tout petit peu incohérent d'être dans une démarche de réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, dans une démarche de plus grande santé publique et de meilleure alimentation, et de dire on va exporter une viande de qualité et importer une viande de moindre qualité, qui certes sera moins chère pour le consommateur, mais qui entérine l'idée selon laquelle il y aurait une alimentation de qualité pour ceux qui ont les moyens de se la payer et une alimentation de moindre qualité pour ceux qui n'ont pas les moyens. Nous, ce que nous prônons à la FNH, c'est de transformer le système pour que tout le monde ait accès à une alimentation de qualité, et non qu'on continue, encore une fois, à pérenniser ce système qui voudrait qu'il faut avoir les moyens pour bien manger. Moi, c'est pas un monde dans lequel je me sens à l'aise. Dernier que oui que non, si c'était à refaire, est-ce que vous referiez On n'est pas couché? Elle est difficile cette question. Que oui, mais différemment. C'est-à-dire? Je referai, mais différemment. Mais disons que déjà, je pense que dès le départ, parce que On n'est pas couché, il y a eu pour moi deux phases. Il y a eu une première phase où je suis arrivée dans cette émission et où on me demandait d'être hyper agressive, etc. Mais pas seulement la production, même les gens dans la rue me disaient ouais, il faut leur rentrer dedans et tout ça. Et en fait, je le faisais sans y croire vraiment. Enfin, pas quand je me suis fâchée avec des politiques, parce que ça c'était sincère, mais les autres invités. Et après, je me suis dit, c'est pas moi, quoi. Enfin, c'est pas ça. Et en fait, j'ai trouvé une autre façon de fonctionner. C'est-à-dire que même, je parle pas des politiques, là je parle des artistes. Il y a plusieurs invités dans l'émission. Voilà, même quand je n'aimais pas un disque, un film ou un livre, j'essayais toujours de trouver quelque chose de positif à dire dessus. D'accord. Et donc cette partie-là m'a plus plu. Donc si c'était à refaire, je ferais ça dès le début. On va passer à la question qui tue. Il va y en avoir plusieurs parce qu'on va se tutoyer un peu plus longtemps. Audrey, merci d'être là d'abord. D'accord. Donc là, on peut passer au tutoiement. On peut passer au tutoiement. Voilà. Est-ce que tu as déjà été indécise dans ta vie?
Ah, mais bien sûr. Enfin, indécises. Je rappelle que les indécis, au départ, si je ne m'abuse, Alex, ont été créés pour motiver les jeunes et leur donner envie d'aller voter. Tu ne t'abuses pas du tout. Voilà. Donc je n'ai jamais hésité à voter. Alors, parfois, il m'est arrivé d'hésiter entre deux candidats, mais j'ai jamais hésité sur l'idée qu'il fallait aller voter. En revanche, oui, j'ai déjà été indécise dans ma vie. La dernière fois, c'était quand? Peut-être ce matin, au moment de choisir comment je m'habillais. D'accord. Je devance ta question, Oui, c'est ça? exactement. Elle est très forte. Tu as été journaliste. Oui. Tu as encore ta carte de presse ou pas? Mais non, enfin, je l'ai. Elle est de- valable jusqu'à fin mars, oui. Tu reviendras dans le journalisme un jour? Ça t'intéresserait de revenir ou pas? Je reviendrai peut-être, mais pas dans le journalisme politique, puisque voilà, si j'ai quitté le journalisme, c'est parce que je considère qu'à la Fondation pour la Nature et l'Homme, je fais de la politique en fait. Tout le monde me dit quand est-ce que vous allez entrer en politique. Je fais de la C'est politique. comme un parti politique, mais différemment. Au sens où je soutiens des propositions de transformation de la société. Mais c'est de la politique non partisane. Mhm. C'est de la politique où c'est du lobbying d'intérêt général. Nonobstant, je défends des positions qui peuvent être contradictoires de celles du gouvernement. Donc je vois pas comment je pourrais être journaliste en faisant ça. Ouais. Et maintenant que je l'ai fait, il me semble pas possible de revenir à mon ancien métier tel que je le pratiquais. En revanche, peut-être que oui, je peux être journaliste pour une émission sur l'environnement, sur la culture. C'est un peu ce que je fais sur le site cinéma.com. C'est un site d'ailleurs, cinéma.com, c'est ça, où on peut retrouver des émissions où tu parles de cinéma. T'aurais kiffé être présentatrice du 20h de TF1 ou pas? C'est quelque chose qui t'aurait motivé? Oh, présenter, enfin, j'ai fait le 19-20 national qui avait un peu une ouais. dimension de 20 heures, mais c'était pas tout à fait la même chose non plus. C'était 19 sur 20, c'était pas 20 sur Ouais. 20. Oui, pourquoi pas. Vous savez, TF1, c'est une belle rédaction. Après, les choix de programmation, les choix d'antenne ne correspondent pas forcément à ce que j'aime, à ce que je suis, à ce que j'ai envie de défendre. Ouais. Mais le journal et la rédaction de TF1, ce sont des gens tout à fait respectables et ce sont des bons journalistes. C'est une belle rédaction. Audrey Pulvar, je l'ai dit au début, tu es féministe. Oui. Ah, mais alors c'est quoi être féministe? Parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Moi vraiment ça me travaille. Ça fait 300 ans qu'elles existent, hein, les Mais féministes. non mais justement, oui, mais justement c'est qu'on a beaucoup parlé depuis 3 mois, 4 mois avec ce qui s'est passé, le scandale Weinstein. Mais à la base c'est quoi être féministe? Franchement. Alors déjà, quand le mot a été inventé, il qualifiait des garçons qui développaient à l'adolescence des caractères féminins, visage un peu mince, etc. etc. Bon. Donc déjà, il faut qu'on resitue un peu les choses. Non, être féministe, c'est militer pour une égalité d'aspiration, de droits, d'espace pour les femmes et pour les hommes. Mais toutes les femmes ne sont pas féministes. Hein, il suffit pas de... Alors, pour paraphraser Beauvoir, on n'est pas féministe, on le devient, mais vraiment, toutes les femmes ne sont pas féministes. Et puis on peut être un homme et être féministe. Parce que l'idée, le féminisme, c'est un combat pour l'égalité des droits. Et plus les hommes sont féministes, plus le monde est féministe, plus les hommes sont libres. Ouais. Parce que l'idée, c'est de casser les représentations, c'est de casser les assignations. Donc, si on libère les femmes et elles se libèrent elles-mêmes de ces assignations-là, les hommes, par symétrie, sont libérés aussi. Donc, on a tous intérêt à être féministes. Et puis, qui est contre l'égalité? Je veux dire, il y a des gens qui se revendiquent contre l'égalité, mais on sait où on peut les mettre. Mais qui, sincèrement, est contre l'égalité entre femmes et hommes? Dire qu'on est contre l'égalité entre femmes et hommes, ça semble complètement anachronique, dépassé, complètement has-been. Donc être féministe, c'est être pour l'égalité entre femmes et hommes. Oui, mais le féminisme, c'est un combat contre toutes les discriminations, réellement. Parce que être femme, c'est déjà en soi un défi. Et lutter pour la liberté d'être soi et pour la liberté d'avoir les mêmes aspirations quand on est une jeune fille, les mêmes aspirations qu'un jeune homme, les mêmes possibilités quand on est une femme qu'un homme, au fond, c'est lutter contre toutes les formes de discrimination. Les femmes ne sont pas une minorité, parce qu'on dit oui, c'est des minorités. Ouais. Les femmes ne sont pas une minorité, mais elles sont discriminées. Et quand elles luttent pour leur émancipation, elles luttent contre toutes les discriminations. Marlène Schiappa, qui est secrétaire d'État pour l'égalité femmes-hommes, est-ce qu'elle fait son travail correctement? Est-ce que tu apprécies cette femme, toi? Alors, je connaissais déjà Marlène Schiappa. Je fais la maligne parce qu'en Corse, on m'a dit, on dit pas Schiappa. C'est vrai qu'on me l'a dit aussi en plus. On dit Schiappa. Alors, je fais la maligne. Donc, Marlène Schiappa, je la connaissais un peu avant qu'elle ne soit ministre. Je trouve que c'est quelqu'un de très engagé, c'est quelqu'un de très... de très sincère dans ses combats et très efficace.
J'avoue que j'ai été un peu surprise par la tribune qu'elle a signée dans le JDD il y a 3 semaines. À propos du travail des journalistes, du fait qu'on jetait en pâture des noms de plusieurs ministres, parce que elle avait l'air, et j'étais très étonnée qu'elle tombe dans ce piège-là, elle avait l'air de décrédibiliser d'emblée la parole des femmes. Il n'y avait pas d'affaire en fait. Et en disant il n'y a pas d'affaire, c'est reculé, il n'y a rien à voir. Et je ne pense pas que ce soit la bonne manière d'aborder ces questions-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas qui a tort, qui a raison, je n'ai pas d'a priori envers les 2 ministres qui sont mis en cause. Mais on ne peut pas d'emblée disqualifier la parole des femmes, on peut simplement compter sur la justice pour qu'elle fasse son travail. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Audrey. Une dernière question, parce que c'était la journée du compliment mondial hier. Alors, je ne vais pas demander que tu me fasses un compliment à moi, mais quel compliment on pourrait faire à tous les agriculteurs qui sont là au Salon de l'Agriculture et qui présentent leur travail? Mais on peut leur dire qu'on les aime. On peut leur dire qu'on les aime, on peut leur dire qu'ils sont évidemment nécessaires, qu'ils sont indispensables pour nous tous, et moi, à titre personnel, mais évidemment en tant que présidente de la Fondation pour la Nature et l'Homme, mais je les attends. Allons-y, construisons ensemble l'agriculture de demain. On le fait déjà à la FNH avec plein d'organisations agricoles. Plus on sera nombreux à construire ensemble cette nouvelle agriculture, mieux ce sera. Merci beaucoup, Audrey, tu reviendras nous voir. Yes, bien sûr. Merci beaucoup, à bientôt. Restez avec nous sur la chaîne des Indécis sur YouTube. On revient dans quelques secondes, on regarde le micro-terroir et on a notre invité, Luc Carvounas, qui sera avec nous dans quelques secondes. A tout de suite. Il y a une telle ambiance. On voit tellement de gens sympas qui ont la banane parce qu'on leur offre un agneau du Périgord servi avec un bergerac rouge sympa. Pourquoi vous êtes là au Salon de l'Agriculture? Parce qu'en fait, on boit et on mange bien gratuitement. C'est le bon plan, ça, en fait. Là, on prépare les macarons de fromage de brie avec de la truffe. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est la journée mondiale du compliment. Quel compliment on peut faire aux agriculteurs français aujourd'hui? Qui sont formidablement importants pour toute la nation, parce que d'abord ils nous nourrissent, et c'est important pour tout le monde dans le monde, mais alors en plus de la culture française, on veut se nourrir bien, on veut la qualité, on veut le goût. Est-ce que la bouillabaisse c'est vraiment bon? Ah oui. D'abord. Ah oui. C'est pas parce que t'as pas de poisson dans les montagnes. Non, mais parce qu'il va me parler de Marseille. Je le vois venir gros comme le cabanon. C'est bien, on commence à me connaître. Non, mais est-ce que c'est bon la bouillabaisse quand même? Oui, moi j'aime bien. Monsieur Majoubi, je vous ai sur le plateau, donc j'en profite. Et l'agriculture, est-ce que ça peut être moderne? C'est profondément moderne et ce qui est fantastique, c'est que c'est peut-être par le numérique qu'on va enfin réussir ce rêve qu'ont tous les agriculteurs et tous les consommateurs de rapprocher ceux qui cultivent et ceux qui consomment, parce qu'il y a une liaison qui est infinie entre ce geste qui est de cultiver la terre et ce geste qui est de mettre un aliment dans la bouche, et tout ce qui les rapprochera et les rendra plus sensibles, c'est beau et le numérique va y aider. Vous savez quel est le point commun entre Emmanuel Macron, vous et moi? On est des garçons. Oui, mais encore plus, vous allez voir. Je sais pas. On a tous un cheveu sur la langue. Un cheveu sur la langue. Les montagnards sont là. On peut l'applaudir quand même, franchement. Oui. Et un jeun, oui. Hein? Avec le café. Avec le café. Merci d'être avec nous sur YouTube, la chaîne Les Indécis. On va parler Parti Socialiste et campagne électorale, oui, encore une, avec notre invité Luc Carvounas. Bonjour, monsieur Bonjour. Carvounas. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invité. Je suis très content de vous recevoir au Salon de l'Agriculture. C'est la première fois que vous venez, enfin, première journée, pardon, que vous venez cette année. Cette année, oui, parce que je réponds d'abord à votre invitation, mais je vais surtout après me rendre tout de suite sur le stand des Outre-mer, parce que j'ai fait dans le cadre justement de ma campagne la question des Outre-mer une question fondamentale. D'accord, je vous aime bien, j'ai fait un coupé-décalé dans le cadre de ma campagne de législative. Vous êtes sensible à la question de l'agriculture, monsieur Carvounas? Forcément, d'abord parce que nos agriculteurs sont des femmes et des hommes qui nous nourrissent, tous, vous et moi, et on voit bien aujourd'hui quand on parle notamment d'Europe, qu'il faut parler d'Europe sociale et d'Europe politique. D'Europe sociale, c'est notamment essayer de se battre politiquement sur le plan européen pour une harmonisation des salaires et d'avoir une part minimale, par exemple, du salaire pour l'agriculteur. Bien sûr. Vous savez très bien que, par exemple, sur la production fruits et légumes, entre l'Espagne et la France, on n'a pas tout à fait les mêmes conceptions de rapport à ceux que l'on emploie.
et du coup cela pénalise nos agriculteurs français. Donc il faut se battre et pas, comme je l'entends, accepter notamment que le budget de la PAC puisse être amené à diminuer. Alors on recevait l'ambassadeur espagnol lundi sur ce plateau qui nous disait qu'effectivement il ne pratiquait pas du tout les mêmes politiques que la France, alors que c'est au niveau européen, mais qu'il fallait quand même travailler ensemble. Est-ce que vous croyez à leur volonté de travailler entre tous les pays européens, ou est-ce que la PAC est dépassée, la politique agricole commune? Non, je ne le crois pas. En tout cas, c'est déjà un bon début que l'ambassadeur d'Espagne en France dise cela, et cela correspond bien à ce que je viens de vous dire, c'est que ce travail-là peut ne pas être porté au niveau européen. Quand on parle d'harmonisation fiscale, sociale, quand on parle d'harmonisation de la politique agricole commune, voilà, tout ça fait partie d'un même tout. Les jeunes agriculteurs, on les a reçus, ils vont revenir tout à l'heure sur le plateau, ils disent qu'ils ont de moins en moins envie de s'engager parce qu'ils gagnent très peu leur vie. Ils gagnent même très très mal leur vie en fait, les jeunes agriculteurs. Et on voit bien aujourd'hui entre la transformation, les grands groupes, la distribution et ceux qui fabriquent la matière première, que la redistribution des richesses n'est pas au rendez-vous. Et que donc il faut vraiment, moi je milite pour ça, que le législateur impose dans la loi qu'il y ait une part minimale d'un salaire d'agriculteur ou d'agricultrice pour pouvoir leur permettre de vivre. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle des questions phytosanitaires, on peut parler du glyphosate, qui est un dossier important. D'ailleurs, j'ai entendu le président de la République nous dire que c'était le nouveau dossier de l'amiante. Et le lendemain, il nous dit que si on en enlève 95%, c'est déjà bien. Mais pourquoi nos agriculteurs utilisent ce type de pesticides? C'est parce que c'est une matière première peu coûteuse qui leur permet à eux de réguler avec ce type d'utilisation leurs propres revenus. Donc il faut reprendre en main toute la chaîne à la fois de R&D pour savoir comment recherche et développement. Et sur le plan européen, on peut le faire de belle manière. On remplace le glyphosate. Et puis il faut surtout que dans la grande chaîne entre transformation, les grands groupes, les distributeurs et les producteurs, il y ait un lissage qui permette à chacune et à chacun de vivre comme vous et moi bien de notre travail. Le glyphosate, vous en parliez. Qu'est-ce qu'on fait avec le glyphosate? Les jeunes agriculteurs qui me disent qu'ils ont beaucoup de mal. Eh bien écoutez, ce que l'on fait avec le glyphosate, c'est déjà de faire ce qu'on a porté au niveau français pour le débat européen, l'enlever très vite de nos productions agricoles. Parce que très vite, c'est combien de temps? Le plus vite possible. Donc nous, on bataillait pour 3 ans. Au niveau européen, c'est vers 5 ans. Moi, j'aimerais que sur ces questions aujourd'hui sanitaires, on ne peut pas tergiverser. On ne peut pas transiger avec la santé, la vôtre, la mienne, celle de nos enfants. À un moment donné, il faut aussi que sur le plan européen, on mette les moyens pour savoir de quelle manière on remplace ce type de pesticides pour que l'on puisse améliorer notre quotidien. Parce qu'il ne suffit pas de dire Make our planet great again, hein, ça c'est de l'incantatoire. Qui était la phrase d'Emmanuel Macron pour répondre à Donald Trump. Et après, on démontre qu'on ne fasse pas grand-chose. Mercosur ou Merco pas sûr pour vous? Merco, pas sûr du tout. D'ailleurs, si le Mercosur, c'est de permettre d'avoir 70 000 tonnes par an de production bovine sans même savoir de quelle manière cela est produit sans étiquetage, comme nous le faisons avec l'empreinte écologique, parce que en France et en Europe, nous fonctionnons comme cela. En contrepartie de quoi? De permettre à qui? À Veolia d'aller ramasser les poubelles en Amérique du Sud ou alors d'exporter des véhicules. C'est intéressant. Vous comprendrez que de toute façon, sur ces grands traités de droits internationaux, on parle du Mercosur, mais parlons déjà du CETA. Parlons déjà du CETA entre le Canada et l'Europe. Et à un moment donné, on est en train d'ouvrir sans protection douanière sur ces traités de droits internationaux, sans prendre en compte les difficultés de nos producteurs et de nos agriculteurs, alors qu'on a des vrais sujets à devoir porter. Voilà, donc il faut... En fait, vous dites que le Mercosur, ça ne servirait pas les agriculteurs du tout. Ah, pas du tout, non. Ça servirait les grands groupes et pas les agriculteurs. D'abord, en France, nous produisons déjà suffisamment de viande, même trop de viande, hein, en termes de production. Donc non seulement on est déjà à un niveau largement satisfaisant, mais en plus, on va, au nom de ce traité de libre-échange, importer encore de la viande pour la seule contrepartie d'exporter des bagnoles pour faire vite ou aller nettoyer les poubelles d'Amérique du Sud. Il y a juste un truc qui ne colle pas. Hein. Bon, au moins c'est clair, comme ça vous donnez votre avis. Vous êtes candidat au poste de premier secrétaire du PS. Eh oui. Ouais. Ah non, vous n'allez pas me faire ce coup-là. D'accord, non mais Là, vous avez l'air... Non mais ça va continuer le PS, vous pensez? Mais c'est l'idée du socialisme qui va continuer, vous savez. Alors très bien, vous savez ce qu'on va faire? On va faire un questionnaire. Oh là. Vous, président du PS. Okay. Non, d'abord, on ne dit pas président, on n'est pas chez LR. Okay. Pour le moment. Président, c'est une autre élection. On verra, peut-être que vous y irez un jour. Vous, premier secrétaire du PS, est-ce que vous changez le nom du parti?
Non, mon capitaine, c'est pas ma priorité. Moi, je défends l'alliance de la gauche arc-en-ciel, les partis rose, rouge, vert, dont le Parti socialiste, évidemment, que je cherche à remettre sur pied. C'est dans le cadre du Tour de France que je mène. Et puis d'ouvrir maintenant cette gauche arc-en-ciel, mais ouvrir aussi à la société civile, aux associations citoyennes, aux syndicats, aux agriculteurs ici qui se reconnaissent dans les valeurs de gauche. Vous voyez, il faut aussi que la gauche française, si elle aspire un jour à revenir aux destinées de ce pays, et ça transcende largement de savoir qui va être premier secrétaire demain. Il faut que cette gauche soit à l'image de la société. Et c'est peut-être qu'on a un peu perdu ces dernières années dans l'entre-soi, dans la reproduction des élites. Je suis membre d'un cabinet ministériel, je deviens député, mais je ne sais même pas ce que c'est qu'un bout de territoire. Moi, je suis un élu de base. Je suis né dans ma commune, j'ai été militant, je suis militant dans ma commune. Et ce que je veux apporter désormais, c'est de donner le pouvoir aux militants et pas dans les cénacles parisiens. Vous savez, comme on l'a lu dans la presse pendant des mois et des mois, le fameux cercle des quadras. Moi, j'ai connu le cercle des poètes disparus. Maintenant, il y a le cercle des quadras. Vous êtes en colère, hein. Qui se retrouvent entre eux pour chercher la fumée blanche. Non, je suis pas en colère. Mais vous dites les choses. C'est qu'on en a crevé de ça, en fait. On en a crevé. Donc, si on veut mourir en bonne santé, vous comprendrez bien que moi, je suis pas candidat pour être demain le Martin Schulz du PS qui est en train de liquider l'image du SPD dans la grande coalition. J'aspire pas à ça parce que le socialisme français, cette belle idée du socialisme, qui a juste fait nos congés payés, les 35 heures, la CMU, le tiers payant généralisé, le mariage pour tous, je sais de quoi je parle, toutes ces valeurs de progrès, ce progrès partagé pour tous, c'est quand même la gauche française qui l'a porté dans ce pays. Vous, premier secrétaire du PS, vous installez où le nouveau siège du parti? Eh ben, je ferai 3 propositions aux militants qui voteront par votation électronique, puisque nous sommes tellement modernes, les socialistes, qu'en 2018, on ne peut même pas voter par Internet dans le cadre de ce congrès. Il va falloir encore qu'on m'explique qu'on peut acheter nos godasses sur Internet, mais aujourd'hui, quand on est militant du PS, on ne peut pas voter par Internet. C'est énorme, c'est énorme comme truc. Hein. Donc, par votation électronique, les militants, je leur proposerai 3 sites, un à Paris, un en province, un en grande couronne, et c'est eux qui choisiront leur maison commune. Vous pourriez aller en province? Complètement. Et vous déménageriez, vous? Mais bien sûr. Ah d'accord. Attendez, je ferai les allers-retours entre le siège et ma circonscription où je vis. Moi, je vais pas changer de lieu de vie. Moi, contrairement à certains, je vis avec ceux qui m'ont élu. À Maison Alfort. Non, Alfortville. Alfortville, pardon. Non, Maison Alfort, c'est autre chose. Oui, Maison Alfort, c'était autrefois Alfortville. Donc, moi, je fais pas de la transhumance électorale. Je suis pas élu d'Île-de-France pour être ensuite élu de Bretagne. Je suis pas élu de grande... Vous n'êtes pas parachuté, en fait. Je suis pas parachuté, voilà. Très bien. Est-ce que vous, premier secrétaire du PS, vous offrez les adhésions aux jeunes? Alors moi, premier secrétaire du PS, je propose 3 niveaux de militantisme. Celui du sympathisant, si vous, demain, Alexandre, vous avez envie de vous intéresser à la vie du Parti Socialiste, qui aura pris une telle depuis longtemps, qui aura pris une telle tonicité avec moi que vous aurez même presque envie d'adhérer. Donc ceux-là, d'un simple clic sur la plateforme que je mettrai en place, pourront adhérer, mais sans cotiser. Vous avez le militant de projet. Le militant de projet, c'est quoi? C'est par exemple le militant dans le Gers qui s'intéresse à l'agriculture, au circuit court et qui a envie, sans prendre une carte politique, de participer au grand débat emmené par la gauche arc-en-ciel. Et vous avez le militant politique, celui-là cotisera. Vous voyez, moi, ce que je souhaite, c'est de changer les choses, d'arrêter de se retrouver dans des réunions qu'on appelle des réunions de section. On se croirait dans les années 40 sous l'Union soviétique. Moi, hier, j'ai fait la première réunion d'un café citoyen militant sur l'Europe, justement. Parce que c'est aussi dans ce congrès la manière dont je veux démontrer quelle forme de nouvelle façon de faire la politique je veux cranter pour redonner du goût à nos compatriotes, à ce que nous sommes, nous les socialistes. Ils nous ont tourné le dos. L'année dernière, ils nous ont même pas seulement battus sèchement, ils nous ont remplacés. Moi, je me bats en étant clair sur ma ligne politique pour que demain, la direction que je vais incarner ne soit pas une direction soit Macron-BA, soit Mélenchon-BA, qui amènera quoi? L'assimilation dans la République En Marche ou dans la France Insoumise. C'est pas la ligne politique que j'offre. Vous, premier secrétaire du PS, est-ce que vous travaillez avec Benoît Hamon? Moi, premier secrétaire du PS, je travaille avec Benoît Hamon, je travaille avec Pierre Laurent, je travaille avec David Cormand, le patron des écologistes, Cécile Duflot, Yannick Jadot, qui sont des amis. Jean-Luc Mélenchon? Je travaille avec Jean-Luc Mélenchon comme on le fait à l'Assemblée nationale, parce que je vous rappelle qu'on ne peut pas être schizophrène à l'Assemblée nationale, porter ensemble des recours au Conseil constitutionnel. Et quand on est sur la scène politique où on est censé encore se parler parce que nos camarades militants, etc., nous regardent, là, on ne le ferait plus. Mais après, je ne suis pas dans l'incantation. Je ne suis pas à dire je veux te parler, je veux te parler, je veux te parler, Jean-Luc. Si Jean-Luc Mélenchon ne veut pas nous parler, c'est son fait. C'est pas moi qui. Bien sûr, on se tutoie entre camarades. C'est pas moi qui vais lui fermer la porte. Par contre, ce qui m'intéresse,
plus aujourd'hui dans le groupe de la France Insoumise, c'est par exemple le comportement de Clémentine Autain. Clémentine, elle dit quoi? Elle dit ce que je dis, qu'il faut demain, pour que la gauche revienne au pouvoir, que nous ayons un programme commun, que nous ayons des alliances. Ça fait longtemps que tout le monde dit ça à gauche. Et on a essayé, et puis on va réessayer, forcément. Ah non, on n'a même pas essayé, on n'a rien foutu. Non, mais il y a des années, on a essayé. Non, jamais. Non, pour plus de 10 ans, on gagnait toutes nos villes, nos départements et nos régions. Alors ça faisait plaisir aux élus, ils étaient élus, ils avaient des permanents politiques, ils avaient des caisses dans leur trésorerie de fédération, mais ils n'ont pas fait le boulot pour savoir ce qu'on allait faire, ce qu'on ferait si on dirigeait le pays. Nous, moi, ce que je propose de manière assez modeste, de toute façon, on est dans l'opposition. Donc, à partir du moment où on est dans l'opposition, prenons le temps, enfin, de dire qu'est-ce qu'on dit de commun sur les réfugiés, au lieu de parler de migrants. Qu'est-ce qu'on dit de commun demain sur le statut de la SNCF et des cheminots. Qu'est-ce qu'on dit de commun sur les agriculteurs. Vous voulez une politique commune de gauche? Une PAC, mais au niveau de la gauche. Mais moi, je veux juste qu'on refasse de ce Parti socialiste un parti politique de transformation sociale et pas, comme je l'entends, un parti de gouvernement. Parce que la gauche de gouvernement... Ah si. Mais putain. Non, si, parce que les camarades qui se recommandent de la gauche de gouvernement, je vous donne un exemple très concret, c'est Olivier Dussopt qui est parti il y a moins d'un mois gouverner avec ceux-là même qui l'a combattu. Donc vous voyez, la gauche de gouvernement, si c'est comme disait Martine, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Moi, j'en suis pas. Moi, je veux un parti socialiste de transformation sociale et qui continue dans la gauche arc-en-ciel à poser dans les conférences de consensus que je propose des grands débats politiques sur la PMA, sur la GPA, sur la fin de vie dans les conditions dignes. C'est ces questions-là que la gauche doit poser. Dernier, vous, premier secrétaire du PS, est-ce que vous vous présentez en 2022? À quoi? Moi, je me présente en 2022, je vous fais un scoop. Je me présenterai en 2022 à ma réélection comme député parce que j'espère que... C'est la première fois que vous le dites. Je vais faire une dépêche. Allez, faites une dépêche. Enfin, c'est pas non plus un grand scoop. Non, mais est-ce que vous serez candidat à la présidence de la République? Peut-être. Vous y pensez? Alors pas du tout. En tout cas, vous voyez, je me rase pas le matin, donc j'ai pas à y penser. Moi, je suis candidat à relever la maison du Parti socialiste. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on sait bien faire. Des 4 candidats, je suis le seul à avoir été le maire d'une ville de 50 000 habitants. Quand tout le monde parle des territoires, moi je sais ce que c'est que de traiter au quotidien H24, 7 jours sur 7, les problèmes de logement, de pouvoir d'achat, de sécurité, d'environnement, de migrants. Et donc c'est aussi ça que j'ai envie d'apporter dans le cadre de ce congrès et pour l'avenir de mon parti. Et je vais vous faire une vraie confidence. Moi qui étais un historien de formation, la seule chose à laquelle j'aspire, c'est comme nos anciens, vous savez, en 69, quand Defer avait fait à peine 5%, et ben ils ont retroussé les manches, ils ne sont pas partis ici ou là, hein. Ils ont retroussé les manches, on a fait le grand congrès d'Épinay. Aujourd'hui, ce cycle est terminé. Et ben, j'aimerais que les livres d'histoire reconnaissent à ma génération que nous avons contribué à faire en sorte que le socialisme ne soit justement pas une idée morte, assimilée dans ce parti de droite libérale, représenté aujourd'hui par Emmanuel Macron et Édouard Philippe. On va faire un que oui, que non. Je ne sais pas si vous connaissez. Que oui, non, que non, non. Vous répondez que oui ou que non, mais avec le que devant, mais très vite à chaque fois, ok? Est-ce que c'était un bon ministre de l'Agriculture, Stéphane Le Foll? Que oui. Est-ce que vous avez déjà été un défi lors d'une élection? Que oui. C'est vrai que vous dansez bien? Que non. D'accord. Est-ce que vous voyez toujours de Manuel Valls depuis qu'il est barbu? Ah que non. Vous voyez plus du tout? Plus du tout. Vous avez le même style là? Ah non, pas du tout. Lui, il a un bouc, moi j'ai une barbe. D'accord. Est-ce que c'est toute cette galère, c'est pas de la faute de François Hollande? C'est de la faute de tout. Que non, c'est la faute de toute la gauche. C'est toute la gauche, y compris moi. Hein. On est tous co-responsables de ce qui s'est passé. Alors on peut s'inventer de nouvelles virginités dans le cadre de ce congrès. Hein. Mais quand on parle de clarté, de dire la vérité, on est tous co-responsables. On peut tous se ramener à nos compagnonnages. Hein. Mais moi, ce que je suis en train d'essayer d'exprimer dans le cadre de ce congrès, c'est le présent et l'avenir. Et est-ce que vous allez rester toute la journée au salon de l'agriculture? Que oui, que non? Non, que non. Non, parce que je ne vais pas faire semblant. D'abord, je ne suis pas en train de singer une campagne présidentielle. Qu'ensuite, j'ai organisé des rendez-vous aujourd'hui avec mon ami José, notamment aux Outre-mer. Et j'ai envie de passer un temps sérieux avec les Outre-mer et avec des agriculteurs sur les questions qui sont les miennes dans le cadre de ce congrès. Et si je suis candidat à l'élection présidentielle en 2022, je battrai Emmanuel Macron, je passerai 13 ou 14 heures au salon, c'est une blague. Allez pas faire une dépêche, parce que je suis en train de vous voir avec vos yeux. Non, pas du tout. J'espère que vous me l'annoncerez à moi si vous êtes candidat en 2022. On va terminer l'interview avec la question qui tue. Je vais me permettre de vous tutoyer, monsieur Carvounas. Allez-y, si vous Alexandre. me permettez. Luc, oui, Alexandre. Si tu es élu, est-ce que tu nous recevras pour une interview spéciale au siège du PS, au nouveau siège? Alexandre, si je suis élu, tu seras non seulement reçu au nouveau siège, mais tu seras mon premier interview comme premier secrétaire du Parti Socialiste. Très bien. C'est filmé, c'est en temps live. Voilà. C'est quoi pour toi le plus beau mandat politique? Parce que tu as été le mandat de maire.
Ah voilà, justement, Le maire, mandat de maire. député, sénateur. Le mandat de maire, et quand j'ai quitté ma fonction de maire, ça m'a vraiment arraché les tripes, sincèrement, et je l'ai fait que dans un seul sens. Parce que je souhaitais rester maire, mais je l'ai fait pour le collectif, pour ma circonscription et pour ma ville. Notamment, le déclic pour moi a été le 8 mai de l'année dernière, quand j'ai vu 5 individus que je ne connaissais pas de La République En Marche déposer une gerbe au monument aux morts. Et là, je les ai regardés, j'ai dit, bon, bah vous voulez tout, et ben vous aurez rien. Et plutôt que de regarder ma zone de confort, je suis allé me battre dans une élection législative extrêmement difficile. J'ai gagné, mais si je vous dis ça, c'est parce que c'est aussi mon ADN. Moi, c'est le collectif. Je suis pas en train de gérer ma carrière personnelle. Ouais. Sinon, je restais maire avec les miens, plutôt que de m'en prendre plein la figure, comme je suis en train de m'en prendre plein la figure. Mais c'est normal, c'est un congrès. Le 7 mars prochain, dans quelques jours, il y a un débat, Luc. Oui, Alexandre. Tu te prépares? Bien sûr que je me prépare. Tu cours tous les matins? Comment on se prépare à un débat comme ça? Sur D'abord- LCI, ce sera chez nos confrères. D'abord, je vais rester extrêmement zen parce que, encore une fois, ce n'est pas un débat de primaire. On n'est pas là pour singer la primaire. J'ai été agréablement surpris de voir que les chaînes info voulaient, dans le cadre de ce débat interne, s'intéresser au travers de nous à la gauche française, et c'est tant mieux. Il y a une appétence, il faut qu'on soit à ce rendez-vous-là. Et bien, ce sera un débat sur le fond et sur la clarté. Pour terminer, le 6 mars, il y a PSG Real de Madrid. Ouais. Est-ce qu'on va se qualifier ou pas? Enfin, est-ce que Paris va se qualifier? Étant élu de la métropole du Grand Paris, je suis pour le PSG, évidemment. Mais, Ton j'ai bien pronostic? vu- Pronostic, oh, on va pas avoir une boule de cristal. Allez, 2-1 pour le PSG. Donc on n'est pas qualifié à 2. 2-1, on n'est pas Non, qualifié. 2-0. Ah merde, alors 2-0 alors. 2-0. Bon. Merci beaucoup, monsieur Karounas, d'être venu. Merci à vous. Bon À bientôt, courage pour la Alexandre, bonne campagne. chance pour la chaîne. Merci, c'est gentil. Restez avec nous sur les Indécis dans quelques secondes. On termine notre émission et notre séjour au salon avec le président des jeunes agriculteurs. Agriculteurs, c'est dur à dire quand on est fatigué. À tout de suite. Ça fait une semaine que je suis là et je rencontre les jeunes agriculteurs qui me disent qu'ils ont beaucoup de mal à travailler, à rentrer dans la vie active. Oui. Qu'est-ce que vous leur dites? Pour les jeunes agriculteurs, une manière de se préparer, que ça soit pour reprendre une exploitation, pour créer une entreprise, pour devenir salarié, il y a quand même une voie royale et une voie d'excellence qui est l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, on peut le faire CAP, Bac Pro, BTS, ingénieur, master. Et puis surtout, ça permet d'avoir à la fois le même diplôme, mais en même temps une expérience professionnelle. Donc pour se lancer, je pense que c'est des métiers, si on n'a pas de pratique, on ne peut pas apprendre le paysage et l'agriculture juste dans les livres. Donc l'intérêt, c'est d'investir ensemble sur les jeunes, mais l'intérêt aussi pour eux, c'est de continuer à se former pour découvrir toutes les opportunités nouvelles, parce que les métiers sont en train de changer et il peut y avoir beaucoup d'opportunités. Vous auriez pu être agricultrice, vous? Ah, dans certains domaines peut-être. Voilà. Lesquels, par exemple? Ah ben si, quand même, tout ce qui est paysage, oui, c'est intéressant. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est la journée mondiale du compliment. Quel compliment on peut faire aux agriculteurs français aujourd'hui? Qui sont formidablement importants pour toute la nation, parce que d'abord ils nous nourrissent, et c'est important pour tout le monde dans le monde, mais alors en plus de la culture française, on veut se nourrir bien, on veut la qualité, on veut le goût, donc ils nous nourrissent. Et puis ils contribuent au paysage et il faut voir le monde qu'il y a au salon de l'agriculture. C'est parce que tout le monde se sent concerné par l'agriculture et ils sont importants pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Ah, voilà, on vient d'entendre la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. On est avec Jérémy De Serle, vous êtes président des jeunes agriculteurs. C'est ça. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Sur Indécis, vous êtes la dernière personne que je vais interviewer pour ce salon de l'agriculture. C'était important que vous soyez là. La ministre du Travail vient de dire qu'il faut aider les jeunes agriculteurs à rentrer dans la vie active par l'apprentissage. Parce que ça leur permet d'apprendre et ça leur permet d'être payés un petit peu. Vous en pensez quoi de cette proposition? Il faut aider les agriculteurs par tous les moyens possibles. L'apprentissage fait partie aussi de l'accompagnement professionnel des jeunes agriculteurs. Mais après, je pense que voilà, l'agriculture et ce métier-là demandent un maximum de compétences et un maximum de performances aussi pour justement faire face à tous les défis qui sont en face de nous. Donc je pense que c'est un accompagnement toute la durée de l'exercice de son métier. Donc voilà. Jérémy De Serle, vous le sentez comment, Emmanuel Macron, avec les agriculteurs, le président de la République? Vous le sentez concerné? On sent que c'est quelqu'un qui a compris les problématiques, qui a conscience effectivement de la situation actuelle de l'agriculture. On n'est encore pas totalement convaincu des solutions qui sont sur la table pour régler tous nos problèmes. Mais voilà, on ne peut pas dire quand même qu'il ne s'intéresse pas à ce métier-là. Pour faire un bilan de ce salon de l'agriculture, ça se termine dimanche. Venez rencontrer les agriculteurs, les producteurs. Qu'est-ce qu'on peut dire après 5, 6 jours, 7 jours de salon à Paris?
qu'on est fatigué un petit peu. Oui, ça je vous Non. confirme. Non, ça fait toujours, cette semaine au salon, on aimerait qu'il y en ait plus dans chaque année, mais ça fait toujours chaud au cœur de croiser déjà autant de monde. On aura les chiffres officiels dimanche soir, mais je pense que voilà, ça a encore été un salon où la population et le monde agricole, parce qu'il n'y a pas que, il y a aussi des agriculteurs qui traversent les allées du salon, bien entendu. Voilà, était encore une réussite, et ça permet forcément à nous professionnels représentant les agriculteurs de faire passer tous les messages importants aux citoyens de ce pays, voilà, et de leur redire encore une fois, comme le disait la ministre, que l'agriculture est quand même un véritable atout pour la France et encore normalement un bel avenir devant elle. Jérémy De Serles, vous avez quel âge sans indiscrétion? J'ai 33 ans. On est jeune jusqu'à 35 ans chez les jeunes agriculteurs. Chez les jeunes agriculteurs, c'est 35 ans, mais voilà. Après, chez les autres, on peut être jeune plus longtemps. Vous serez encore président l'année prochaine ou pas? C'est un mandat de combien de temps? C'est un mandat de 2 ans, ça se termine au mois de juin, donc on décidera avec l'ensemble du réseau qui est-ce qui tiendra la barque. D'accord. C'est votre métier, vous, comment vous en parleriez à ceux qui nous regardent, aux jeunes qui nous regardent? Vous diriez quoi? En quelques mots comme ça. C'est un formidable métier déjà, parce que quoi qu'on fasse, voilà, on travaille dehors avec le vivant. Le fait d'être son propre patron, c'est aussi quelque chose qui attire encore quand même, bien sûr, dans ce métier-là. Et puis voilà, moi je vais être aussi content, même si ça me fait très plaisir de passer une semaine au salon, je vais être très content de retrouver mes vaches ce soir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, monsieur De Serles. Je rappelle, vous êtes président des jeunes agriculteurs. Vous êtes venu tirer un bilan avec nous de cette semaine du Salon de l'Agriculture qui se terminera donc dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis pendant toute la semaine au Salon de l'Agriculture. Les Indécis au siècle vert, c'est terminé. On a reçu plein d'invités, ça s'est super bien passé, on s'est éclaté. Je remercie toute mon équipe qui a travaillé avec moi, Yann, Laki, PJ, tout le monde. Je remercie aussi TV Agri de nous avoir accueillis sur le plateau et Yamina aussi de nous avoir très bien accueillis hors plateau et Jean-Paul Hébrard, enfin toutes les équipes ici. Merci à vous de nous avoir suivis pendant ces 5 jours. On se retrouve très bientôt pour une prochaine interview. On parlera normalement, si tout va bien, des élections en Russie qui se tiendront le dimanche 18 mars avec de nouveaux invités. À bientôt, bon week-end et surtout venez au Salon de l'Agriculture. Bye bye et merci à Adrien aussi qui est en régie et à tout le monde. Merci à tous, bye bye.